Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du débrief consacrée à la sécurité et à la circulation routière. La circulation routière, un phénomène social mais aussi économique dont le coût au Maroc est exorbitant en vie humaine, un handicap temporaire ou permanent, mais dans tous les cas traumatisant, et en argent aussi, beaucoup d'argent. Au-delà du problème de la circulation, c'est la conduite dans le royaume qui pose problème, le mot conduite étant ici à prendre dans les deux sens, la manière de conduire et les comportements de nos compatriotes. L'ancien comité national pour la prévention des accidents de la circulation, CNPAC, a été restructuré en Agence nationale de la sécurité routière, acronyme en anglais NARSA. Et les lois sont là, les agents de contrôle et de verbalisation aussi, et les véhicules de plus en plus sophistiqués et sûrs. Mais rien n'y fait, l'hécatombe est toujours notre lot quotidien. Et les chiffres sont effarants selon NARSA. Voilà les statistiques de l'hécatombe en 2019. 101 644 000 accidents corporels, 3 622 tués, 10 000 blessés graves, 139 339 blessés légers. Pour 2020, ce sont 84 585 accidents corporels, 2 728 tués et 81 857 blessés. En 10 ans, de 2011 à 2020, 37 360 personnes sont mortes et 100 000 handicapés lourds. On pourrait parler d'une diminution de 2019 à 2020, mais non, il n'y a pas eu de diminution, seulement une crise, Covid et des restrictions de déplacement. Préoccupant aussi est ce constat de l'agence. En 2020, 78% des accidents corporels ont eu lieu en agglomération et 22% hors agglomération. Et plus inquiétant encore, 2019 est l'année où, je cite NARSA, l'analyse par milieu montre une diminution significative de tous les indicateurs de l'accidentalité hors agglomération contre une nette augmentation de ces indicateurs en agglomération. Donc, en d'autres termes, en ville, on tue et on handicape plus qu'en milieu rural. Alors que faire? Les véhicules sont certes plus puissants, mais aussi plus sûrs et bien plus fiables que ceux d'avant. Les routes ne sont certes pas aussi bonnes qu'elles le devraient, tout est perfectible, mais c'est en ville que la mortalité routière est plus élevée. Alors on repose la question, que faire? NARSA a présenté voici une dizaine de jours le plan national de contrôle routier pour la période 2022-2024 dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026. Nous allons donc en parler avec Si Bennasser Boulajoul. Vous êtes directeur général de NARSA. Bonjour Si Boulajoul et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est Boustin, et merci pour l'invitation aussi. Marhaba, c'est Sharaf Jaïdani, vous êtes journaliste à Autonews et vous connaissez bien ces problématiques routières. Merci à vous d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, marhaba, question directe, si Boulajoul. La différence entre CNPAC, Comité national de prévention des accidents de la circulation, et NARSA, en quelques mots. La différence est énorme. La NARSA est une nouvelle institution qui est pour moi, donc c'est un niveau de maturité au niveau du management institutionnel de la sécurité routière dans notre pays. Et il faut rappeler que le Maroc avait pensé à la problématique des accidents de la circulation depuis les années 70, quand il a créé le Comité national de prévention des accidents de la circulation, le CNPAC, mais avec des prérogatives qui sont très très limitées. La mission du CNPAC consistait essentiellement à communiquer, sensibiliser, éduquer, à faire des études et des recommandations et à acheter des équipements de contrôle au profit des corps de contrôle ou bien des corps concernés par la sécurité routière. La NARSA, c'est une nouvelle institution qui a récupéré l'ensemble des missions du CNPAC, mais avec de nouvelles missions, notamment un ensemble de missions qui sont des missions de service, dans la mesure où la NARSA s'occupe aujourd'hui de la gestion de tout ce qui est permis de conduire, tout ce qui est enseignement de la conduite, tout ce qui est immatriculation des véhicules, tout ce qui est contrôle technique des véhicules, tout ce qui est contrôle automatisé des infractions liées au code de la route et également un certain nombre de missions liées à la coordination, à la gouvernance de la sécurité routière dans notre pays et à l'assistance des partenaires, c'est-à-dire qu'ils soient institutionnels, c'est-à-dire le secteur public ou bien les administrations de manière générale, ou bien les professionnels et également la société civile. Donc, comme vous pouvez le constater, l'agence, aujourd'hui, il est responsable, il a un champ d'action qui est très très large, qu'on peut résumer en deux grands axes.
un axe lié à la sécurité routière, comme son nom l'indique, l'Agence nationale de la sécurité routière, mais un deuxième axe, c'est assurer un certain nombre de services rendus aux usagers, comme je vous ai dit, donc liés à la formation, permis de conduire, immatriculation des véhicules. Merci, merci Siboul Ajoul. Si Jaïdeni, donc vous avez entendu comme moi la différence qu'il y a entre les deux organismes, CNPAC anciennement, NARSA aujourd'hui, et donc le champ d'activité et d'intervention est beaucoup plus large comme on vient de l'entendre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de dispersion selon vous? Je dis que le NARSA n'est pas un prolongement du CNPAC, mais c'est un organisme qui a des prérogatives plus développées, et des attributions plus larges. Il a des moyens, il a l'autonomie de décision. Donc la NARSA maintenant a les moyens humains et matériels pour bien lutter contre les accidents de la circulation et aussi organiser le secteur, c'est-à-dire des permis de conduire, des cartes grises, des examens, pour les auto-écoles aussi. Donc, je dirais que maintenant, il faut juste avoir des mesures d'accompagnement pour que cet organisme ait qu'il soit plus efficace. D'accord. Alors, j'ai donné en introduction des chiffres. Je reviens vers vous, Nasser Boulejoul. Donc, je répète ces chiffres rapidement. 101 644 accidents corporels en 2019, 3 622 tués, 10 003 blessés graves, 139 339 blessés légers. Pour 2020, 84 585 accidents corporels, sachant que nous avons eu 3 mois de confinement et plus encore de restrictions de déplacements entre les villes. 2 728 tués et 81 857 blessés, très exactement. Est-ce que vous avez d'autres chiffres, Nasser Boulejoul, qui seraient plus éloquents ou moins oppressants que ça? Ou plus? Je vous pose la question à tous les deux d'ailleurs. Je commence par vous, Monsieur Boulejoul. Les statistiques que vous avez avancées, c'est Aziz, ce sont les statistiques officielles de la NARSA. Effectivement, c'est la situation de 2020, c'est les statistiques définitives de 2020. Alors aujourd'hui, au niveau des statistiques de 2021, on a les chiffres des 11 premiers mois qui font ressortir c'est-à-dire une augmentation très très élevée par rapport à 2020 et carrément une quasi-stagnation par rapport à 2019. Aujourd'hui, l'année 2020, elle est considérée par tous les pays comme une année un petit peu exceptionnelle et elle n'est pas prise en considération en termes de comparaison parce qu'il y avait le Covid, comme vous l'avez signalé. Et le Covid, il a imposé un certain nombre de restrictions. Il y avait même une période de 3 mois de confinement total, donc pas de mobilité. Et quand il n'y a pas de mobilité, donc il n'y a pas de risque d'accident. Donc l'année 2020, il n'est pas aujourd'hui pris par les experts comme une année de référence en termes de comparaison. Donc on se réfère à une année plus ou moins normale qui est l'année 2019. Mais on peut dire que la situation, effectivement, elle est inquiétante. Même par rapport à 2019, on espérait avoir mieux en termes de réduction de la sinistralité et du nombre d'accidents enregistrés dans notre pays. Alors, Sharaf Jaïdani, vous avez entendu Nasser Boulejoul, il nous dit qu'en 2021, on a repris les chiffres de 2019 et que donc finalement, il n'y a rien qui change. Et en 2020, bon, bien entendu, ce n'est pas une année de référence. Vous avez d'autres chiffres ou alors vous avez un commentaire à faire sur ces chiffres? Moi, juste une précision, comme a dit Siboul Ajoul, ce sont des chiffres officiels. Mais la réalité, est tout autre, parce qu'il y a des accidents de la circulation qui ne sont pas déclarés. Vous savez, les chiffres déclarés sont les chiffres qui ont fait l'objet d'un constat et d'un PV par un agent verbalisateur, c'est-à-dire la police ou la gendarmerie. C'est-à-dire les accidents qui ont généré un dégât corporel. Mais plusieurs accidents font l'objet d'un arrangement, surtout lorsqu'il y a des blessés légers. Les parties concernées trouvent un arrangement à travers un certain dédommagement pour les victimes, surtout les conducteurs quand ils sont fautifs. Ils craignent que leur permis soit retiré, par exemple un chauffeur de taxi, un chauffeur de camion. Le retrait du permis pendant quelques jours, c'est un manque à gagner pour lui. Donc il ne peut pas, il évite ce genre de choses. Donc les chiffres officiels, il faut... Peut-être, moi je pense quand il y a des morts, bien sûr, ou des dégâts graves,
automatiquement, les chiffres, ce sont les chiffres déclarés. Mais quand il y a des dégâts corporels ou matériels, plusieurs cas ne sont pas déclarés. Juste, je dois ajouter un autre chiffre qui est aussi très, très inquiétant et très révélateur. C'est le coût économique et social des accidents de la circulation. Sur le plan économique, c'est 2% du PIB, un manque à gagner important pour le cas du Maroc, c'est-à-dire de l'argent qui peut être déployé dans d'autres secteurs plus porteurs, comme l'éducation ou la santé. On est en train de parler de 2,5 milliards de dollars. C'est ça, 2% du PIB, c'est voilà. Ça, exactement. Et peut-être plus. Ça, c'est une estimation et à prendre avec quelques réserves. Alors, on a entendu ces chiffres qui sont inquiétants. C'est Nasser Boulejoul, nous sommes à un coût économique de 2% du PIB. Nous sommes à des chiffres qui sont faramineux. Donc, vous commentez ce chiffre si vous en avez un autre ou d'autres données à ce niveau-là. Et puis, après, pour planter le décor, quel est l'état du parc automobile au Maroc, avec un dispatching sur les véhicules utilitaires, sur les véhicules privés, sur les 2 roues, régions, etc. Alors, en ce qui concerne le coût socio-économique des actions de la circulation, généralement, on utilise des indicateurs de l'OMS, de la Banque mondiale, parce qu'en termes de réalisation, c'est l'une des études les plus compliquées, parce qu'il dépend énormément des systèmes d'information mis en place au niveau de n'importe quel pays. Et aujourd'hui, les estimations que nous avons, c'est à peu près 1,6% du PIB, donc qui représente à peu près 19 milliards et demi de dirhams en termes de coûts socio-économiques, sachant qu'ici, on donne des valeurs c'est-à-dire les variables pour lesquelles on peut avoir une estimation. Moi, je pense que le problème des accidents de la circulation, il a une autre facette. Il y a un certain nombre de souffrances, il y a un certain nombre de malheurs pour lesquels on ne peut pas attribuer de chiffres. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça peut représenter ou bien comment on peut quantifier ce que ça représente, la disparition pas mesurable. D'un enfant pour une maman ou bien d'une maman par rapport à un enfant. Donc, il y a une dimension humaine qui est beaucoup plus compliquée que les chiffres statistiques qu'on peut avancer. Et comme on dit, les actions de la circulation, ce n'est pas uniquement des statistiques. Tout à fait, tout à fait. Combien il y a de voitures au Maroc, Nasser Boulejoul ? Alors aujourd'hui, on a à peu près 4,7 millions, donc le parc automobile national. Il est représenté essentiellement donc de véhicules particuliers, ce qu'on appelle les voitures de tourisme, qui représentent à peu près presque 65 à 70%. Et nous avons également les véhicules utilitaires de manière générale. Donc, on a à peu près les véhicules poids lourds qui représentent à peu près 500 à 600 000 unités. Et nous avons les engins à 2 roues immatriculés. Et les engins à 2 roues immatriculés, donc dont la cylindrée dépasse les 50 cc qui disposent d'un numéro d'immatriculation. Donc donc il n'y en a pas beaucoup en termes de représentation. Mais le programme qui a été lancé par le ministère depuis 2015, l'opération qui consiste à immatriculer ou bien à identifier les engins à 2 roues. Donc aujourd'hui, on est arrivé quand même à immatriculer à peu près 1,7, 1,8 unités, donc qui disposent aujourd'hui soit d'une plaque d'immatriculation, ou bien d'un numéro d'ordre. Mais c'est un processus aujourd'hui qui est engagé. Donc aujourd'hui, n'importe quel engin à 2 roues, il est traqué, il est identifié et il est comptabilisé au niveau du système d'information national. Et le parc en circulation, donc il y a le programme qui est toujours continu. Et annuellement, on enregistre entre 60 000 et 70 000 unités qui continuent à être enregistrées selon la nouvelle réglementation. Et en termes de région, alors, en termes de région, c'est très difficile en fait, les statistiques ne sont pas significatives dans la mesure où vous pouvez avoir un véhicule immatriculé sur Rabat, mais qui circule à Dakhla, ou bien qui circule à Oujda, qui circule. Ce qui est certain, c'est que Casablanca détient le record en termes d'immatriculation des véhicules, à peu près 30%, mais le reste est dispatché entre les autres régions. Mais il y a une grande mobilité, c'est-à-dire que c'est pas significatif de dire que, voilà,
là, Rabat, par exemple, dispose de tant de véhicules, Casablanca tant de véhicules, parce qu'il y a une grande mobilité et les mutations entre les villes. Et comme je vous ai dit, vous pouvez avoir des véhicules immatriculés sur une ville, mais qui circulent dans une autre ville qui n'a rien à voir avec. Très bien. Alors, Sharaf Jaïdani, on a aussi une autre statistique. Les chiffres sont parlants et extrêmement parlants. Il y a un différentiel de à peu près un accident sur 5 en milieu rural, 4 accidents sur 5 en milieu urbain. Comment vous pouvez expliquer ça? Manque de vivre ensemble Vous savez que c'est un phénomène qui ne concerne pas uniquement le Maroc, mais il est mondial. Généralement, il y a une différence entre les pays, mais aussi entre les villes. La part des accidents de la circulation est plus élevée dans les villes qu'ailleurs. C'est à cause justement du trafic routier qui est plus dense et plus fréquent dans les villes que dans les campagnes ou dans les axes interurbains. Il faut aussi préciser que les principales victimes des sinistres routiers dans les villes sont les piétons, les cyclistes, les motocyclistes et les propriétaires de charrettes. Cette population est vulnérable, qui malheureusement le plus souvent ne respecte pas le code de la route, comme le passage des piétons, les signalisations et autres. Les automobilistes ont aussi une bonne part de responsabilité dans le niveau des accidents de la circulation. Il y a le manque de civisme et aussi le non-respect du code de la route. Tout à fait. Alors, Nasser Boulajoul, on rentre dans le vif du sujet. Cette stratégie routière 2017-2026, en quoi elle consiste? Et qu'est-ce que vous en espérez? Par rapport à cette disparité entre milieux, ce qu'on constate en fait, c'est que le problème des accidents de la circulation devient de plus en plus urbain. Un phénomène pratiquement urbain. Alors, il y a une dizaine d'années, on avait à peu près les 3/4, bien que les 3/4 des accidents de la circulation enregistrés en milieu urbain et le 1/4 en rase campagne. En termes de victimes, on a à peu près les 2/3 des tués qui sont enregistrés, c'est-à-dire en rase campagne, c'est-à-dire le 1/4 des accidents, il fait pratiquement les 2/3 des tués en termes de victimes. Et c'est-à-dire le 1/3, il est enregistré en milieu urbain. Et ça s'expliquait par le fait que les accidents généralement qui surviennent en rase campagne sont conjugués à la vitesse. Tout à fait. Et on sait que la vitesse, c'est un facteur de risque et un facteur aggravant. Donc, généralement, les accidents qui surviennent en rase campagne, ils sont généralement mortels. Ces dernières années, notamment à peu près ces 2-3 dernières années, on a commencé un glissement en fait en termes de gravité vers le milieu urbain. C'est-à-dire que le poids des victimes en milieu urbain commence à prendre du poids pour la répartition entre les deux milieux. Et aujourd'hui, si on continue comme ça, dans 2-3 ans, on va être à part égale, c'est-à-dire en termes de tués entre les deux milieux, notamment pour les usagers vulnérables, c'est-à-dire les piétons et les deux roues, qui commencent à être très très représentatifs en milieu urbain qu'on rase campagne. Et ça, c'est inquiétant. Et en fait, on a une explication qui est très rationnelle par rapport à cet aspect-là. C'est que ce qu'on remarque, que les accidents qui surviennent également en milieu urbain sont conjugués à la vitesse. On commence à avoir de la vitesse en milieu urbain, notamment au niveau des zones résidentielles, au niveau des zones d'attraction et au niveau des voies de transit. Et scientifiquement parlant, on commence à avoir des accidents mortels quand il y a un choc entre un véhicule et un piéton à partir de 30 km/h. À 50 km/h, le choc, pratiquement le risque d'être tué en cas de choc avec un piéton, il est de 85%. Et c'est-à-dire ce risque, il devient 100% à partir de 70 km/h. Donc aujourd'hui, on a un nombre important des tués piétons au milieu urbain, ça veut dire qu'ils étaient percutés avec des vitesses qui dépassent les 70 km/h. Et ça montre en fait le niveau de vitesse qui est pratiqué au milieu urbain, notamment dans les zones où il y a une coexistence ou bien une fréquentation de ces deux catégories d'usagers de la route. Un commentaire personnel, parfois quand on voit les gens conduire, on a plus l'impression
qu'ils font avancer une voiture que la conduire. Quand on voit les gens rouler comme des fous sur les routes, que ce soit en ville ou à la campagne, on comprend pourquoi il y a une telle hécatombe. Alors la stratégie routière, il nous reste une petite poignée de minutes pour la première période. Ben Nasser Boulajoul, la stratégie routière 2017-2026, grands objectifs, est-ce que vous en attendez en fait? L'objectif, c'est de réduire le nombre de morts à l'horizon 2026 en hauteur de 50%. Donc ça, c'est l'objectif de la stratégie nationale de la sécurité routière. Moi, je pense que ce qui est très intéressant au niveau de cette nouvelle stratégie, que c'est pour la première fois qu'on s'est fixé des objectifs quantitatifs, des objectifs SMART, pour pouvoir faire le suivi et l'évaluation. La première stratégie qui a été élaborée et mise en œuvre en 2004-2013, et il s'est fixé à avoir un chiffre, un objectif global de dire que il fallait stabiliser en fait le nombre de morts durant les 3 premières années et espérer une baisse par après. Il se trouve qu'on a obtenu même des baisses très significatives durant le premier quinquennat. Aujourd'hui, on voulait capitaliser sur la première stratégie nationale de sécurité routière et justement continuer cette tendance baissière qui a été enclenchée. Ce qu'on remarque, c'est qu'à partir de 2011, qui est l'année sinistre dans l'histoire des accidents de la circulation au Maroc, dans la mesure où on avait enregistré à ce moment-là 4222 morts. Aujourd'hui, on estime qu'on a fait quand même un gain annuel de près de 700 tués par rapport à cette année record. Il y a d'autres indicateurs qu'on utilise pour faire le suivi du nombre de morts et du nombre de victimes. C'est ce qu'on appelle le taux de gravité qui est mesuré par le nombre d'accidents, soit par le nombre annuel pour 100 000 véhicules, ou bien par rapport à la population, ou bien le nombre de tués par rapport à son accident. Alors, tous ces indicateurs-là continuent leur baisse très significative depuis pratiquement 2011 et on a gagné dans pas mal d'indicateurs une dizaine de points, voire plus. Par exemple, si on prend le nombre annuel de tués pour 100 000 véhicules, on est passé de 143 à 80 en 2019 et à 64 en 2020. Mais rien que pour l'année 2019, qui était plus ou moins une année normale avec les années antérieures, pratiquement, on a fait un gain pratiquement de 63 points, ce qui est très, très, très intéressant. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, qu'il y a une maîtrise de la sinistralité et de la sécurité routière dans notre pays, mais on vise à accélérer un petit peu la cadence et avoir une baisse beaucoup plus significative avec les taux qui ont été fixés pour la stratégie. Il se peut qu'on soit en décalage par rapport à ces objectifs sur le plan quantitatif, mais ce qui est sûr, c'est la tendance baissière continue toujours. Sharaf Jaïdani, on a entendu Nasser Boulajoul. Ces chiffres qu'il dit, effectivement, ça a baissé relativement de 2009 avec 2008-2009 avec 4220 morts. Nous en sommes aujourd'hui à 3600, mais quand même en 10 ans, nous avons 37 000 tués. Et si on prend de 2007 à 2022, avec l'exception de 2020 qui n'est pas une année de référence, on peut dire que ça a légèrement reflué. Est-ce qu'on peut considérer que la stratégie mise en place par les pouvoirs publics est payante, est efficace? Ouais, moi je pense que la stratégie mise en œuvre, il n'a pas atteint tous ses objectifs. Il a certes quelques effets, mais il a besoin de mesures d'accompagnement. Parce que poser des lois, faire une réglementation, prendre des mesures, c'est une bonne chose. Mais encore, il y a des problèmes au niveau de leur application. Et ça, c'est pas uniquement pour la sécurité routière, mais pour d'autres domaines. Ici au Maroc, par exemple, le code de la route, quand on voit les textes de loi du code de la route, ils sont très bien ficelés, très bien, les sanctions aussi, mais quand il s'agit de l'application, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants au niveau de la sécurité routière. Auparavant, il y a eu pas mal de stratégies. Certes, le nombre de la sinistralité a été quelque part stabilisé,
parce qu'il ne faut pas oublier que le parcours roulant est en nette augmentation. Il y a un essor économique et social qui fait que le trafic routier est appelé à se développer. Mais la sinistralité, la lutte contre les accidents de la route au Maroc n'a pas atteint le niveau souhaité. Comme a dit Siboul Oui. Joul, Alors, vous excusez, je vais vous couper une seconde, Sharaf Jaïdani. Oui. Nous arrivons à la mi-émission, donc on se retrouve dans quelques secondes après la pause. Vous continuerez votre raisonnement si vous voulez bien. À tout de suite. Bienvenue dans la seconde partie de l'émission, le débrief. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue, vous faites bien. Nous avons consacré cette émission donc à la circulation routière, à l'insécurité routière. Nous en parlons avec Nasser Boulajou, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, NARSA, et Sharaf Jaïdani, journaliste à Autonews. D'un côté, nous avons, pour ceux qui viennent d'arriver, d'un côté, nous avons des chiffres énormes, stratosphériques, des morts par milliers. D'un autre côté, nous avons une agence de sécurité routière donc, qui a élargi son champ d'action par rapport au comité précédent qu'il y avait de prévention des accidents de la circulation. Mais rien n'y fait, on y reste toujours. Alors, juste avant la pause, Sharaf Jaïdani, vous étiez en train de voir que, d'expliquer que même si les choses avancent, il reste peut-être du travail à faire. Oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Lorsqu'on compare le niveau de sinistralité au Maroc par rapport à d'autres pays, notamment européens, nous avons beaucoup de chemin à parcourir. Il faut, par exemple, le niveau de l'accident de la circulation au Maroc, ça représente 5 fois par rapport à ce qui existe, par exemple, en Hollande, et 2 fois en France. Donc, il y a des choses à travailler. Il faut dire aussi que la sécurité routière, ça englobe tout le monde. Non seulement la NARSA, mais aussi la gendarmerie, la police, les communes, l'éducation nationale. Tout le monde doit adhérer à cet effort. Et l'usager des routes. L'usager de la Surtout. route aussi. On oublie souvent que la sinistralité, c'est la responsabilité des automobilistes ou bien les deux roues, même aussi les piétons. Ils ont une part de responsabilité parce que ce sont la population la plus vulnérable et la plus impactée lorsqu'il y a un sinistre routier. Alors, Nasser Boulajou, selon une étude qui a été faite par une grande marque de voitures, je suis en France, le port de ceinture réduit la mortalité de 50% en cas de choc. Or, depuis une dizaine d'années, un peu plus depuis le nouveau code de la route, le port de la ceinture est obligatoire, réglementé. Et tout le monde porte la ceinture. Alors, avec ça, est-ce qu'on ne peut pas considérer que dans le différentiel, on peut considérer qu'il y a finalement augmentation du nombre de blessés lourds et de morts, puisque tout le monde porte la ceinture et que théoriquement, ça devrait baisser de 50%, et ça ne baisse pas. Alors, tout le monde porte la ceinture, c'est pas vrai. Donc, aujourd'hui, on a encore un taux de port de la ceinture de sécurité qui, tout d'abord, les passagers arrière ne portent pas la ceinture de sécurité au milieu urbain. Alors que dans pas mal de pays internationaux, le port de la ceinture de sécurité il est pratiquement systématique, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Les études que nous avons menées aussi au niveau national montrent que le taux de port de la ceinture de sécurité il avoisine les 90%, mais ça n'empêche qu'on a quand même, pour les passagers avant, ça avoisine on a quand même 10%, voire plus. Donc, et ça dépend aussi des catégories de véhicules. Par exemple, les véhicules
poids lourds, etc., ne portent pas les conducteurs avant ne portent pas la ceinture de sécurité. Les passagers et les conducteurs de taxi ne portent pas la ceinture de sécurité. Et le taux du port de la ceinture de sécurité pour les passagers arrière en rase campagne, même si c'est obligatoire, on est encore à 35%. Donc, ça montre en quelque sorte à quel niveau, quelle est la marge de progrès qui reste devant nous, justement, pour avoir un port de la ceinture de sécurité de façon systématique, sachant que le port de la ceinture de sécurité réduit le risque d'être tué en cas d'accident entre 50 et 60%. Les études à travers le monde, elles montrent que le port il permet de réduire le risque d'être tué entre 50 et 60%. Donc, ceci dit que on a un levier aussi qu'il faut investir pour améliorer la sécurité routière. Alors moi, j'aimerais bien juste apporter une précision par rapport à cet aspect-là. La sécurité routière, c'est un secteur multisectoriel, il est multidisciplinaire et on ne peut pas dire que agir sur un seul levier, on va atteindre les objectifs. Il faut avoir vraiment une vision 360 pour agir sur les différents niveaux et chaque levier va apporter une contribution en termes de création de la valeur ajoutée dans ce secteur. La ceinture de sécurité, donc on peut gagner des vies humaines et je pense qu'on peut espérer par exemple on peut dire à ce que toutes les victimes qui ont par malchance se sont décédées à cause d'un accident de la circulation et que ne portaient pas la ceinture de sécurité, on aurait dû récupérer ou bien gagner au moins la moitié parmi ces victimes, que ce soit à l'avant, à l'arrière, en milieu urbain comme en rase campagne. Donc là, c'est un levier. Mais il y a énormément de leviers sur lesquels il faut agir. Il y a également l'amélioration de l'infrastructure, il y a également tout ce qui est lié aux véhicules, s'assurer de la qualité des véhicules qui circulent sur la voie. Tout à l'heure, vous avez dit, Sébastien, que les véhicules aujourd'hui sont plus performantes pour les occupants, mais pas pour les autres catégories d'usagers de la route. Si vous avez un bolide, par exemple, qui circule avec une vitesse excessive et qui percute un piéton ou bien un usage de deux roues, donc les conséquences sont dramatiques. Alors, excusez-moi, je vous coupe si vous voulez, Jules. Dans ce cas-là précis, parce qu'on en voit tout le temps sur nos routes, quelqu'un qui roule à une vitesse démentielle et qui se retrouve avec un mort ou deux morts comme bilan. Il risque quoi? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Là, c'est le pénal. Parce que sans même causer d'accident, si vous dépassez, vous avez un excès de vitesse de 50 km à l'heure, de dépassement de 50 km par heure par rapport à la vitesse limite, donc c'est le tribunal directement. Donc, c'est plus une infraction. Donc oui, mais risque combien? Parce qu'on a des exemples, on ne va pas donner les noms, mais des exemples de 2 ans, de 3 ans. Il y a l'emprisonnement, il y a des amendes, on peut avoir le retrait de permis de conduire. C'est-à-dire quand le dossier est instruit devant le juge, donc selon les circonstances de l'accident, est-ce qu'il est ce qu'on appelle les circonstances d'aggravation, comme la conduite sous influence, est-ce que le gars était sous l'influence de l'alcool, de la drogue, etc. Donc s'il y a, c'est-à-dire l'aspect délibératoire, c'est-à-dire derrière l'accident, est-ce qu'il y a, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui grille un feu rouge et qui cause un accident mortel, donc là, c'est ce qu'on appelle, elle fait partie aussi des circonstances d'aggravation. Donc le juge, il peut décider, par exemple, du retrait de permis de conduire. Il y a un certain nombre de points qui sont retirés. Il peut même suspendre le permis de conduire et également, ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Donc c'est au cas par cas et c'est au juge donc, qui en décide tenant compte, bien sûr, des circonstances de l'accident de la circulation. Sharaf Jaïdani, alors nous avons bien écouté Nasser Boulejoul dans son explication. Oui, effectivement, ça va au pénal. Oui, effectivement, il faut être sévère. Bon, maintenant, nous avons l'âge que nous avons, donc nous rappelons tous des fameuses amendes à 35 dirhams qui n'étaient absolument pas dissuasives. Est-ce que vous pensez, que l'augmentation des amendes qui sont actuellement à 300, à 700, à 1500 même est suffisamment dissuasif? Est-ce que vous pensez aussi que les sanctions pénales sont suffisamment dissuasives et à situation exceptionnelle, on ne va pas revenir sur les chiffres, sur les coûts sociaux, sur les coûts humains, sur les coûts économiques, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à situation exceptionnelle, une justice exceptionnelle, c'est-à-dire une justice dédiée, des tribunaux dédiés à ce genre
d'accidents, parce que parfois on est affaire à des véritables criminels qui s'ignorent. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait aller peut-être plus haut? Et j'aimerais bien avoir la réaction de Cible pour le jeu d'après. Oui, bien sûr. Les amendes, l'augmentation des amendes est très importante, mais pas de la circulation. Il faut se rappeler quand le code de la route est entré en vigueur en 2010, il y a eu une nette baisse de la sinistralité routière à cause des amendes qui étaient très lourdes à l'époque. Malheureusement, sous l'effet de certains lobbies, ces amendes ont été révisées à la baisse. Et aussi, il y avait des clauses du code de la route qui ont été retirées. Le renforcement des sanctions est très important. Et j'avance juste un petit exemple. Nos concitoyens, quand ils circulent en voiture en Europe, ils respectent le code de la route. Parce que les sanctions sont très lourdes, parce que les amendes sont très lourdes. Alors, ici au Maroc, ils ont un autre comportement. Donc, les amendes doivent être renforcées. Et quand vous avez dit qu'il faut d'autres leviers pour sanctionner les chauffards, les mauvais conducteurs, je dois évoquer aussi le système du permis à points. Ici au Maroc, je crois qu'il doit être révisé. On a 20 points pour les débutants, c'est-à-dire les gens qui ont 2 ans, et 30 points pour les autres qui ont plus de 2 ans de permis. Donc, alors qu'en Europe, on trouve que le permis à points, il est très rigoureux. En Italie, il y a 20 points, en Irlande et l'Espagne, 12 points, l'Allemagne, 8 points, et l'Autriche, on passe à 3 points. C'est-à-dire pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Oui, moi je trouve que le système à points ici au Maroc ne donne pas les effets escomptés. Donc il faut le revoir et trouver d'autres solutions encore plus rigoureuses, plus strictes pour faire face aux mauvais conducteurs. Nasser Boulajoul, vous en pensez quoi d'un permis à points qui n'est pas peut-être adapté à notre réalité? Je voudrais aussi vous faire réagir sur cette question de justice dédiée, c'est-à-dire un tribunal dédié à ces... Il y a des tribunaux de commerce, des tribunaux administratifs. Pourquoi il n'y aurait pas de tribunaux pour des situations exceptionnelles? Alors, tout d'abord, c'est très difficile de faire ce calage systématique entre l'expérience d'un pays et d'un pays. Chaque pays, c'est un écosystème, c'est un contexte social, économique, etc. Et généralement, le législateur, au moment de l'adoption de la législation, il prend en considération ces aspects-là parce que quand même, on est un pays démocratique et tout se passe au niveau du Parlement, donc les 2 chambres, etc. Maintenant, dire que le système actuel n'est pas performant, moi je ne suis pas de cet avis, dans la mesure où aujourd'hui, on a énormément de conducteurs qui ont perdu leur capital de points et qui se sont retrouvés obligés pratiquement de reprendre le permis de conduire à zéro. Et il y a aujourd'hui pas mal de gens qui étaient obligés d'attendre 6 mois. C'est-à-dire qu'ils doivent rendre le permis de conduire, d'attendre 6 mois et de repasser le permis de conduire. Et rien le fait de ne pas avoir le droit de circuler pratiquement pendant 8 ou voire 10 à 1 an durant toute cette période-là, entre la notification, c'est-à-dire la réception, etc., jusqu'à le passage d'examen et l'obtention du permis de conduire, c'est vraiment très, très dissuasif. Aujourd'hui, à travers le système d'information, le SGI, le système d'information de gestion des infractions, des infractions au niveau national, il est partagé entre l'ANARSA et l'ensemble des corps de contrôle concernés. Donc, vous pouvez commettre une infraction, je ne sais pas, à Dakhla, à Oujda, dans n'importe quel point sur le territoire national. Le gendarme ou le policier, dès qu'il rentre, une fois si vous êtes verbalisé, dès qu'il rentre au bureau, il saisit vos données au niveau de ce SGI et la comptabilité en termes de retrait de points, donc il est effectué systématiquement. Donc c'est un système aujourd'hui qui marche. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est vraiment augmenter la cadence. On est sur la bonne voie.
Donc, du point de vue Macron, on est sur la bonne voie en termes de chiffres, en termes d'indicateurs de la sécurité routière, mais aujourd'hui, on cherche à augmenter cette cadence. Alors, augmenter cette cadence, il faut agir sur différents leviers. Et je pense que la stratégie qui a été proposée, justement, elle est censée répondre à cette problématique en agissant sur différents leviers. Il y a tout d'abord, comme je vous ai dit, le levier de l'infrastructure. Et le Maroc, il a investi lourdement pour améliorer son infrastructure. Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se perdre, c'est-à-dire ne pas perdre, comment dirais-je, ne pas reconnaître tout l'effort qui est consenti ou bien déployé ou bien fourni par notre pays en ce qui concerne l'amélioration du réseau routier et du réseau autoroutier. Aujourd'hui, on a un quadrillage de tout le territoire national. On est passé en 2003 de 400 km d'autoroute. Aujourd'hui, on est à plus de 2800 km d'autoroute. On est passé de 0 à plus que 10 000 km de voies express et bien des efforts qui ont été déployés sur le réseau routier national, que ce soit national, régional ou bien Excusez-moi, est-ce que vous avez... communal. Tout cet effort-là en matière d'infrastructure, il y a pas mal de choses qu'on constate aujourd'hui sur le plan véhicule. Il y avait une brique qui manquait et je pense qu'aujourd'hui, ce processus il est enclenché, c'est par rapport à l'éducation au niveau des écoles. Alors, il y a par rapport à cet aspect-là... Alors, on y arrive, si vous voulez. Je voulais justement, on va y arriver dans deux questions, très exactement. Vous dites que c'est dissuasif, le système de points. Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre de suspensions en pourcentage ou en chiffres réels? Parce que je ne sais pas si Sharaf Jaïdani va être d'accord avec moi, mais on circule, on voit du monde, on parle à beaucoup de monde. Je n'ai personnellement encore jamais entendu quelqu'un me dire « je ne conduis pas parce que je n'ai plus de points ». Si, on a les statistiques de manière détaillée par rapport rien que le fait d'être notifié comme quoi votre capital de points il est de temps, il n'est plus le même. Donc les gens, c'est-à-dire changent de comportement. On a, c'est-à-dire chaque année, on a des milliers de permis de conduire qui sont suspendus. Donc les gens sont notifiés et ils sont avisés. Et c'est même pas le fait d'avoir la suspension totale. Rien que le fait d'être avisé, de recevoir un message ou bien une notification par lettre comme quoi vous avez commis telle infraction tel jour et que ça, vous étiez, on vous a retiré tant de points, ça dépend donc du niveau de l'infraction. Donc c'est vraiment dissuasif. Et les gens, donc nous au niveau de la NARSA, on récupère et on reçoit donc les doléances. Parfois ils vous disent que c'est pas moi qui étais derrière le volant. Donc ça a un impact énorme, mais on ne peut pas dire que en se basant sur ce qu'on constate aujourd'hui sur le nombre de véhicules, bien sûr en parallèle, vous avez, on octroie annuellement 450 000 nouveaux permis de conduire qu'on octroie annuellement. Donc on ne peut pas dire que ça ne va pas dans les mêmes proportions pour constater qu'il y a une diminution de conducteurs ou bien une augmentation de conducteurs. Mais selon nos statistiques, le système d'information dont on dispose, il y a une baisse énorme donc c'est-à-dire la population impactée, elle est vraiment énorme et ça commence à prendre de l'ampleur. Il a fallu pratiquement presque 7 à 8 ans justement c'est-à-dire que c'est-à-dire pour avoir ce niveau-là. Nous, en tant que spécialistes de la sécurité ou bien en tant que professionnels de la sécurité routière, moi, je suis du même avis que ce que disait Jaïdani. J'aurais aimé avoir uniquement 12 points ou bien voire moins. Ça sera beaucoup plus dissuasif. Oui, beaucoup plus. Mais on risque d'avoir l'effet inverse. Il faut savoir aujourd'hui qu'en France, il y a plus d'1 million de conducteurs qui conduisent sans permis de conduire parce qu'ils ont vu que leur permis de conduire il a été confisqué. Ah ben ça c'est du pénal, pur et dur ça. Là on est dans du pénal, c'est une conduite, c'est quelqu'un qui n'a pas de permis. Mais il y a des gens, vous savez que les gens sont parfois s'ils sont dans l'obligation, ils sont prêts à commettre n'importe quoi. Et je pense que l'objectif n'est pas d'atteindre ce niveau-là, mais agir sur les différents leviers, sur la communication, sur la sensibilisation, sur la formation, sur la qualité de la formation, sur les différents autres secteurs. Excusez-moi, il nous reste 8 minutes. Je voudrais quand même que vous nous parliez, Sibou Lajoul, du plan national de contrôle routier pour la période 2022-2024. Et pourquoi sur 3 ans seulement, sachant que l'objectif pour 2026 était de réduire de 50%, on n'y est pas. Donc, quel est ce plan national routier? En quoi il consiste? Alors, le plan national de contrôle, c'est un plan parce que c'est un plan à très court terme.
Et donc, le fait de ne pas l'étendre jusqu'à 2026, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas contrôler jusqu'à 2026. Mais c'est un plan d'action qui est triennal, il a une fréquence triannuelle. Et une fois mis en œuvre, donc on assure son évaluation, son suivi, et au bout de la 3e année, on prépare un nouveau plan d'action qui va prendre en considération des réalisations, des changements, des nouveautés qui se sont opérées dans le secteur. Alors, c'est quoi le plan national de contrôle? Le plan national de contrôle, c'est une émanation tout d'abord de l'analyse de l'ensemble des infractions qui sont constatées par les corps de contrôle. Et là, je fais référence à la gendarmerie nationale, à la DGSN, mais aussi aux contrôleurs routiers qui relèvent du ministère du Transport et de la Logistique. Donc, on analyse ces infractions et on dégage quelles sont c'est-à-dire les infractions récurrentes pour voir un petit peu sur quoi il faut se concentrer au niveau, aussi bien au niveau du contrôle, mais aussi au niveau de la communication, au niveau de la sensibilisation. Il y a un autre aspect également, il y a une autre base de données qui est analysée, c'est la base de données des accidents de la circulation. Alors la base de données des accidents de la circulation, tout d'abord, elle va nous déterminer quelles sont les populations cibles, quelles sont les populations les plus risquées, les populations les plus dangereuses en termes de conduite, etc. Mais aussi, et c'est ce qui est très important, c'est la géolocalisation des accidents et victimes sur le territoire national. Donc ça nous permet de dresser donc, une cartographie de risques sur le territoire national, et cette cartographie de risques, elle est utilisée justement pour avoir un déploiement optimisé des ressources humaines. Alors on ne peut pas avoir un policier, un gendarme pratiquement à tous les 10 mètres. Donc l'idée, c'est que cette cartographie de contrôle, il nous permet de concentrer les ressources humaines dont on dispose au niveau de la gendarmerie, au niveau de la DGSN, sur les sections à forte concentration d'accidents sur le territoire national. Alors, un petit mot. Ce qui a été constaté, c'est que 80%, en race campagne, 80% des tués sont enregistrés au niveau de 1800 km de sections, de kilomètres, ou 1800 sections. Pratiquement une section, c'est entre 1 et 4 km de route. Donc là, on a une visibilité très claire pour permettre l'optimisation. Ça, c'est par rapport à la partie thématique de contrôle qui est identifiée donc de l'analyse des infractions, mais géolocalisation des accidents. Alors en parallèle, on identifie vous allez m'excuser, on est vraiment pris par le temps. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais rapidement, un plan d'investissement qui identifie quels sont les moyens à déployer justement pour permettre ce contrôle. Alors parmi les moyens, donc il y a les radars de différentes justement, catégories. Je voulais vous réagir sur ça. Une petite carte de visite sur ces radars. C'est très important. Nous sommes tous des usagers de la route. Ces radars, c'est pour ça que je vous ai coupé il y a quelques instants. C'était pour vous demander sur les radars. C'est quoi? On en parle beaucoup. Alors, les radars, tout d'abord, il y a différentes catégories de radars. Il y a ce qu'on appelle les radars mobiles qui sont mis à la disposition de la gendarmerie et de la DGSN, que vous voyez, qu'on voit pratiquement sur le réseau routier. Il y a un nouveau type de radar qui va sortir très très bientôt, ce qu'on appelle les radars embarqués, c'est-à-dire c'est des radars mobiles. Donc, on va déployer des véhicules mobiles avec des radars, avec des numéros d'immatriculation banalisés, qui vont contrôler, identifier, c'est-à-dire collecter l'information et héberger au niveau du Centre national de traitement des infractions dont dispose la NARSA. Et il y a les radars automatisés, donc on vient de lancer récemment. Alors ces radars, ils présentent des caractéristiques fonctionnelles et techniques qui sont très très importantes. Tout d'abord, ils permettent de contrôler jusqu'à 24 véhicules à la fois. Donc on n'a plus la problématique dès que deux véhicules conduisent côte à côte, donc on a un bruit blanc, c'est-à-dire on n'arrive plus à identifier la vitesse de chaque véhicule. Donc aujourd'hui, c'est pas un problème. Donc même sur des voies qui sont très larges, et on peut contrôler jusqu'à 24 véhicules à la fois. Donc on peut également contrôler en éloignement et en rapprochement. On peut contrôler différents types d'infractions. Aujourd'hui, on peut contrôler les feux rouges, on peut contrôler le franchissement de la ligne continue, et on peut contrôler la circulation dans des zones interdites à la circulation. Avec ces radars. On peut contrôler la vitesse, c'est-à-dire qu'on connaît tous. Alors la vitesse, la nouveauté aussi, c'est qu'on a deux types de vitesse. Il y a la vitesse instantanée au niveau de l'endroit fixe, l'endroit là où il y a le radar, mais il y a également la vitesse moyenne, et ça c'est au niveau des autoroutes. Donc aujourd'hui, ce qu'on constatait auparavant,
auparavant, c'est que dès qu'on dépassait un lieu d'implantation du radar, donc on se livrait à des vitesses vraiment très dangereuses. Aujourd'hui, on calcule la vitesse moyenne sur toute une section et non pas au niveau d'un point donné. Et tout ça, c'est lié à un système d'information national qui permet le traitement de façon automatique à la bonne heure. De l'infraction. À la bonne heure, il était temps, vraiment, parce que là, ça commençait. Alors, Sharaf Jaïdani, votre dernière intervention, si vous voulez bien. Bon, on a été pris un peu sur les discussions, donc on n'a pas vraiment... Je voulais poser la question aussi à M. Boulajoul, mais c'est à vous, c'est sur vous que ça tombe, les campagnes de communication, la sensibilisation, les écoles et la profession d'auto-école. Un mot là-dessus. Je pense que c'est sur ça que ça se joue, d'abord. Pour les campagnes de communication, c'est très important. La sensibilisation, je crois, c'est parmi les leviers qu'il faut capitaliser pour lutter contre les accidents de la circulation. Je crois que la sécurité routière doit faire partie du programme scolaire depuis le primaire. Ne pas se contenter des visites d'agents, de diffusion de films, au lancement de chansons, de spots TV. La sensibilisation doit être aussi dans les autres programmes TV, dans les films, les feuilletons, parce qu'on est en face d'un phénomène qui impacte vraiment notre économie et notre société. Et pour le cas des auto-écoles, je pense que la dématérialisation des systèmes d'examen va permettre que les candidats passent dans des conditions de contrôle les plus optimum. L'ouverture des auto-écoles aussi doivent répondre à un cahier des charges précis et doivent respecter les candidats pour passer leur permis de conduire doivent respecter le nombre d'heures de formation. Parce que souvent, les auto-écoles se contentent du minimum pour réduire leurs charges. Donc, une action sur la communication, de changer la forme de la communication, de changer aussi les méthodes d'apprentissage qui ont changé sur les 10 dernières années énormément, mais qui devraient encore changer. Voilà un thème sur lequel on pourrait parler des heures et des heures, parce que c'est véritablement scandaleux, catastrophique pour dire les choses telles qu'elles sont, mais le temps nous presse et nous prend comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir été avec nous, Nasser Boulajoul, vous êtes directeur général de la NARSA. Merci d'avoir été avec nous, Sharaf Jaïdani, vous êtes journaliste à Auto News. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.